Le monsieur, non, Moussa Njoya, c'est ma prise de parole. Monsieur Njoya, non, mais en même temps, je ne vous permettrai pas de parler ainsi de la société civile. Messieurs, s'il vous plaît. En même temps, je ne vous permettrai pas de parler comme ça de la société civile. Vous n'êtes pas qualifié, vous n'avez ni la qualité, ni la compétence pour parler de la société civile. Je suis désolé. Vous n'avez aucune qualité, aucune compétence pour parler de la société civile. On peut vous laisser faire l'émission. Vous êtes complètement nul, monsieur. Complètement nul. Vous n'en savez rien de la société civile camerounaise. Adressez-vous à moi, s'il vous plaît. Vous arrêtez avec ça. Donc, vous ne savez rien de la société civile. Je vous dis, en Afrique de l'Ouest, ils sont, ces organisations entièrement financées par les mêmes partenaires. Vous permettez Moussa Njoya, vous aurez votre temps de parole tout à l'heure. Maintenant, pour parler de la société civile au Cameroun, parce qu'il faut faire attention d'avoir cette lecture. Vous vous présentez comme politologue, je ne sais pas comment vous faites pour vous présenter comme politologue. Il faut avoir un minimum de lucidité dans l'analyse pour avoir la capacité de dire ce qui est. On nous écoute, il y a des téléspectateurs qui nous écoutent, et il me semble que, j'ai dit ici, que au sein de la société gabonaise aujourd'hui, vous avez des acteurs de la société civile qui évidemment ont joué le jeu, mais vous avez des acteurs de la société civile qui sont complètement contre ce qui est en train de se passer. Oui, je l'ai dit. Il faut faire attention de globaliser et de dire la société civile c'est comme ça. En Afrique centrale, ils sont toujours comme ça, ils sont incapables de faire comme les autres, ils sont de ceci, ils sont de cela. Monsieur Njoya Moussa, la société civile, un acteur, en tout cas, ce que je suis. En même temps, s'il vous plaît. Bon, alors, on ne parle pas de la société civile. Maintenant, je vous prie, puisque vous avez envie de savoir. Oui. Je voudrais lui dire. En même temps, on peut vous laisser faire l'émission. On ne parle pas de la société civile ici. Je voudrais lui ouvrir les portes de l'ONG Un Monde Avenir, qu'il vienne s'asseoir. Et nous allons lui dérouler un certain nombre d'activités de mobilisation. Invitation reçue. Bon, ok, maintenant. Maintenant, monsieur Njoya Moussa, malheureusement, en termes d'analyse, je pense que vous avez des choses à revoir. On va revenir. Dis-moi ce que j'ai dit qui est faux. Le temps de calmer tout ce que vous avez dit est faux. On va revenir à vous tout à l'heure. Oui, monsieur. Oui, partout. Njoya Moussa. Qu'est-ce que vous appelez mobilisation? Dans la rue. Non, c'est pas ça une mobilisation. Non, je suis désolé. Vous n'en savez rien. Non, c'est pas. Non. Vous n'en savez rien. Non, je suis désolé. Non. À quel moment je suis technicien en mobilisation. Vous n'en savez rien. Vous ne savez rien de ce qu'on appelle mobilisation. Vous ne savez rien de ce qu'on appelle. Pour votre gouvernement, la mobilisation, c'est un concept à travers lequel. Vous racontez des histoires. La mobilisation, c'est fait dans la rue, sur la place publique. L'espace public. Non, je pense qu'il est bon. Il est bon pour vous donner une leçon. Non, vous n'avez plus les plans donnés. Vous êtes des petits professionnels de la société. Je vous donne des leçons. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Non, vous lisez les activistes. Je vous enseigne la société civile. Parce que vous n'avez jamais mobilisé. Moi, j'étais activiste. Vous ne savez pas ce qu'on appelle mobilisation. Est-ce que c'est possible de vous calmer? Bon retour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Tout s'est calmé sur le plateau. Et Hervé Moyengo, comme à la parole. Voilà. Présidentielle au Gabon. Roland Tsapi évoquait cette légitimité et cette liberté dans les élections présidentielles en Afrique en général qui manque un peu. Avant le débat sur la société civile, vous vouliez intervenir. Ben, écoutez, je voudrais dire que le rapport à la politique est un rapport qui doit être fondé sur les principes. Si vous êtes un excellent éditorialiste comme Roland, et que vous faites la géométrie variable, en disant non, parce que bon, ailleurs c'est pas mieux, alors on peut faire ça partout, je ne me reconnais pas dans cette démarche. Parce que moi, je me suis engagé en politique avec des principes que je tire de mon éducation. Je suis presbytérien, je ne marche pas avec le mensonge, la violence et la répression de la justice et la liberté. Donc, Roland l'a dit de façon en disant, écoute, puisque ça se passe comme ça ailleurs, bon, ingurgitons cela.
Et il dit encore quelque chose qui me paraît extrêmement grave pour un homme de mon âge. Moi, j'ai 72 ans. Et pour lui, le peuple peut accepter cela pendant 5 ans, c'est rien. Si ça ne marche pas, on va recommencer. Non, je n'ai pas le même rapport avec le temps. Nous devons respecter nos voisins et cousins gabonais en disant que nous les regardons, nous sommes comme un miroir, comme eux aussi nous regardent. Et que, bon, le peuple est peut-être malléable, mais nous qui avons la responsabilité de la parole publique, nous devons réaffirmer pour que la contagion des coups d'État fantaisistes, même si c'est dans le palais, on ne l'accepte pas. Et de ce point de vue, Moussa Ndiaye a eu raison pour dire que c'était une redistribution de cartes. Ce sont les mêmes. Il faut être sérieux. Et parce que ce sont les mêmes, tu dis au peuple, écoutez-vous, vous pouvez continuer à attendre 5 ans, ça va passer. Donc, moi, je souhaite pour le Gabon, puisque ce sont nos voisins, et je vous ai rappelé un mot du président Paul Biya, l'instabilité de nos voisins peut devenir un problème de sécurité nationale pour nous. Et donc nous ne souhaitons pas qu'il y ait de l'instabilité chez nos voisins. C'est le comportement qu'on a eu vis-à-vis même du Nigeria qui n'est pas dans la CEMAC. Parce que certains ne se souviennent pas, c'est le Cameroun qui a empêché que le Nigeria soit partagé avec l'affaire du Biafra. Nous n'avons pas accepté cela avec le Tchad, même si certains là-bas ne se souviennent pas. Chaque fois qu'il y a eu un coup de feu, en N'Djamena, nos villes ont été gonflées par sang. Et sans parler de la Centrafrique, où nous nous sommes engagés comme colonne vertébrale de la MINUSCO. Donc nous n'accepterons pas que ce qui se passe puisse entraîner un glissement de nature à créer l'instabilité au Gabon qui est chez nous. Vous comprenez? Donc, quand nous le disons, ce n'est pas pour leur donner des leçons. Même si c'était 100% des gens qui votaient, s'il y en a parmi eux qui ne se souviennent pas que c'est à base d'un coup dans le palais que le pouvoir a été repris et qu'on croyait chasser les bongos, en fait, ils sont rentrés par la fenêtre, ils sont encore plus nombreux. Moi, mon propos est celui-ci, je n'ai rien contre qui que ce soit. Je respecte le président élu, si c'est la volonté du peuple gabonais. Mais il faut dire qu'il y a quand même le président élu. Toute sa carrière militaire a été faite à la présidence. Oui. D'accord? Et quand vous le dites, ce n'est pas une histoire. On n'est pas allé le chercher à la maternité. Ce n'est pas un nouveau-né. Puisqu'à un moment, on l'a exilé. Même dans une garnison. Quand, à un moment donné, on l'a exilé au Maroc, c'était entre eux, ce sont les mêmes. La véritable libération, ce serait que ce ne soit pas ceux qui ont accompagné le régime Bongo qui viennent se faire voir. Alors, je dis quelque chose. Comment les Bongos ne sont plus là? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je ne reviens pas parce que je ne suis pas toujours d'accord avec Moussa Ndiaye qui fait les réquisitions contre le RDPC. Mais pour une fois là, il a été universitaire. Je vais vous raconter une histoire qui est exacte. Si j'étais une relation de BITB, Bessam, il s'est suicidé. On l'a réduit dans le rôle de l'héritier, n'est-ce pas, comptable du régime de Bongo, alors que nous savons c'était un excellent... Bizet. Il était un excellent ambassadeur à Yaoundé, il a été ailleurs, mais c'est lui qui a porté la croix. Alors que celui qui était encore plus proche du pouvoir, c'est-à-dire le général, qui était quand même le patron de la garde, à lui, il avait été chef d'état-major. Oui, alors justement, nous la questionnement, comment choisir quelqu'un qui est né, qui a été façonné par le régime. Je termine là-dessus. Je vais être télégraphique pour laisser que les combattants continuent leur affaire. Non, ils ne vont pas combattre. Non. Il y a une sorte de résurrection. Et Roland Tapi est en train de baptiser pour une seconde fois un enfant qui a déjà reçu un baptême. C'est interdit pour les chrétiens. Nous sommes dans la semaine sainte. Oui. Vous savez que cet enfant s'appelle tant. Je respecte le musulman que vous avez. Et il fait comme si c'est un nouveau-né. C'est Jésus. Ce n'est même pas le Jésus qui rentre à Jérusalem au dimanche. Mais c'est un nouveau-né qui va amener les Gabonais au paradis. Wonderful. C'est le même Roland Tapi, l'éditorialiste intransigeant. Donc, moi, Sapi, mon frère. Donc, moi, je suis devant une situation, je souhaite la paix. Qu'il n'y ait pas de guerre au Gabon, mais je ne suis pas naïf pour penser que les Gabonais sont rentrés au paradis. Ça, je suis désolé, Philippe Nanga. Non, mais je ne l'ai pas dit. Et en le disant, et je termine en disant que Moussa Ndoya est violent dans son intervention, mais il dit une vérité.
Je connais des gens qui se présentaient comme les défenseurs des droits de l'homme. Et je peux prendre un pari qui seront ministres d'État à la fin de la semaine quand on fera le gouvernement au Gabon. C'est vrai. S'il vous plaît. Je peux parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut stigmatiser tout ça. C'est vrai. Non, on ne parle pas de la société civile, s'il vous plaît. On ne parle pas du Cameroun. Je ne suis pas venu pour ça. Mais quand vous voulez, on parle. On va parler du Cameroun. Je souhaite qu'on reste sur les faits. Oui. Vraiment, les subtilités qui ont gouverné, qui ont fait en sorte que tel soit à tel poste et se retrouve à tel autre. Vraiment, si on veut rentrer là-dedans, on ne va pas comprendre les enjeux. On ne va pas comprendre les enjeux. Les enjeux sont ceux-ci. On a au moins aujourd'hui une nouvelle figure, après vraiment, qu'on le veuille ou pas, des décennies à subir une famille nommément connue. Maintenant, si on veut trouver des affinités entre Oligui et la famille Bongo, bon, soit ça c'est pour les analyses, mais dans les faits, il est clair qu'aujourd'hui, au moins, on a un nouveau visage à la présidence de la République. On a une autre personne. Je n'ai pas dit qu'il était un saint. J'ai dit qu'au moins ça rassure les populations, ça donne au moins le sentiment que quelque chose change, que ça bouge. Et puis les populations n'ont pas besoin d'autre chose que ça. Oui. Les populations, à un moment donné, quand ils se sentent sclérosés, un peu comme condamnés, un peu comme obligés de subir une famille, ou plutôt un homme. Je comprends que Emmanuel soit autant réservé d'en parler parce que nous vivons la même situation au Cameroun. Il ne veut pas que l'assimilation soit faite. Mais en réalité, c'est ça. Mais sur ce plan-là, personne ne peut nier que la population a été libérée. Maintenant, Madame, où est-ce que... Madame, s'il vous plaît, là, on va le faire aussi le coup de Moussa et... Madame, s'il vous plaît, s'il te plaît, Roland. Oui. Madame, je vous demande une faveur. Si on peut, la régie peut nous repasser la photo où le général est en rouge et il y a un militaire qui présente le respect des instructions. Ce sera fait tout à l'heure. Voilà. Dans un système où vous voyez un général de brigade, ce que Olivier vraiment est, et qui derrière lui a un général de division, c'est-à-dire son supérieur qui présente, c'est le monde à l'envers. C'est tout ce que j'ai à dire en tant qu'ancien d'Institut de hautes études de défense nationale. Ce n'est pas un truc normal, ça confirme que c'est un coup du palais parce qu'un général de division ne se met pas au garde à vous derrière un général de brigade. Soit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour le moment, les faits sont là. Ce sont des faits sacrés. Maintenant, est-ce que dans les jours à venir, il sera en mesure de faire différemment que l'ancien régime ou bien il sera en mesure de continuer ce qu'il a initié depuis 2 ou 3 ans? Parce que je ne suis pas son défenseur, mais il faut quand même constater que depuis qu'il est arrivé là, il n'est pas aussi détesté que ça. Il y a quand même des mesures de réforme qu'il a initiées qui ont quand même rencontré l'adhésion de la population. C'est de ça qu'il s'agit pour le moment. Maintenant, quel va être son bilan dans 2 ou 3 ans? Je ne sais pas dire non plus qu'il faut que le peuple soit attentiste. Mais pour l'instant, au moins, on devrait quand même permettre qu'il y ait, disons, une période de latence. Parce qu'en même temps, Emmanuel ne peut pas être en train de dire qu'il faut qu'il y ait de la paix partout à côté, parce que sinon ça peut nous contaminer ici. Et en train de parler comme s'il était en train d'inciter ce peuple-là à ne pas accepter celui qui vient d'arriver là, parce qu'il n'est pas différent de ceux qui étaient là avant. Là, il y a un problème. Donc, il faut lui accorder le bénéfice du doute. C'est ça, et lui laisser au moins un temps pour le juger au pied du mur. Surtout qu'il passe de président de transition à président de la République désormais. Moussa Njoya. Hervé l'a dit tout à l'heure, vous jouez à un jeu, on comprend pas. C'est comme si vous prenez un enfant déjà baptisé, confirmé, etc., communié, confirmé, vous le ramenez encore à la cathédrale pour le baptiser à nouveau, que maintenant il s'appelle Paul, vous faites comme si c'était un nouvel enfant. Franchement, il faut être plus sérieux que ça. Je vais dire des choses simples et précises. Premièrement, chez nous en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle la dépendance des sentiers, que les anglo-saxons ont théorisé, les gens comme Hills, qui permet de prévoir la trajectoire. C'est comme en astronomie. Quand vous voyez la lune, là, nous on a souvent les bagarres de lune à la fin du ramadan. Là. C'est vrai que les gens ne veulent pas utiliser les télescopes. Mais quand vous voyez la trajectoire, on peut vous dire que dans 2 ans, il y aura éclipse solaire entre 13h et 14h, ça sera visible au Cameroun, etc. La même chose est possible aussi en politique, en sciences politiques. Parce que lorsque vous voyez les mécanismes qui sont mis en place, c'est comme si vous prenez les arachides, etc., vous tournez, après vous voulez que ça sorte le coquille. C'est pas possible.
Donc, les mécanismes qui sont mis là en place sont des mécanismes d'un régime patrimonial, extraverti, corrompu, bureaucratique et autoritaire. On ne peut pas produire autre chose que cela. Et tous ces ingrédients mis ensemble ne peuvent que prolonger la tragédie du peuple gabonais dans son sous-développement humain, culturel, infrastructurel et économique, social même. Il n'y a pas d'hôpitaux gabonais, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'université au sens propre du terme. Ce qui fait que seulement le coût des bourses à l'extérieur, y compris ici là à Yaoundé, où les Gabonais viennent se former à l'ENAM, à l'université, etc., à l'IRIC et tout ça là, ça pose un sérieux problème au Gabon. Près de 70 ans après les indépendances. Mais la reconstruction va prendre du temps. Deuxième chose, si vous me permettez, de 55 ans de règne. Si vous me permettez, deuxième chose que je voudrais dire à mon frère Roland, c'est que le diable se trouve justement dans les détails. Quand vous voyez les guerres des régions qui ont fait 300 ans là, c'était sur des détails. Bien sûr. La nativité de Jésus, la divinité de Jésus, la date de Noël, etc. Quand vous voyez les protestants là, les détails que relevait Martin Luther, etc. C'était justement sur ces détails-là. Le diable se trouve dans les détails. Et si le problème avec nous en Afrique, surtout en Afrique noire francophone, d'Afrique centrale surtout, c'est que nous escamotons très vite les détails. On dit vraiment on se contente du peu, etc. Dès qu'on a fait un communiqué, qu'on a passé à la radio, on a dénoncé ceci, on a parlé, on estime qu'on a fait beaucoup, on a mobilisé, on s'est plaint, etc. Là où les autres risquent leur vie sur le terrain, in the field, comme on dit ailleurs. Vous voyez un peu. Comme la société civile. Voilà. Donc comme la société civile, c'est sur le terrain. Hein? Les lieux, il y a un ouvrage fondamental qu'on appelle les lieux de la contestation, par exemple. Et vous pouvez lire Pomerol, même le défunt Feu Alexandre Chouala, sur une société civile si impure, qui vous explique un peu les lieux de la contestation et de la mobilisation. Donc, ce qu'on dit là, première chose, nous aimons nous contenter du peu en Afrique centrale. C'est par opportunisme. Voilà, et par opportunisme. Deuxièmement, nous sommes un peuple opportuniste et un peuple ventriote et ventriloque. Ce qui nous préoccupe, dès qu'on a un peu mangé à sa faim, on a un peu dansé. Vous avez vu la bataille qu'on mène par exemple au Cameroun pour maintenir le prix de la bière. C'est la même chose au Gabon. Ce qui s'est passé durant la campagne. Vous voyez un peu. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose que mon frère devrait savoir, Roland Tchapi, la rupture et la réforme se traduit en termes de loi. Il n'y a pas deux choses, il n'y a pas deux indicateurs. Dans un État démocratique. Dans tout État même. C'est-à-dire que les réformes, qu'on soit en Chine, à Pyongyang ou aux États-Unis, tout, les réformes s'illustrent par une seule chose, ce sont les textes, le cadre réglementaire et législatif. Je mets quiconque, s'il te plaît. Que valent les lois quand elles ne sont pas appliquées? C'est à partir de là qu'on saura si elle est appliquée. Le premier indicateur d'abord, tu accouches d'abord pour savoir si tu as un enfant. Pourquoi tu t'appelles père? Tu dois d'abord avoir l'enfant. Maintenant qu'ils sortent mongols, voleurs, etc. Ce sont des enfants. C'est d'abord un enfant. Tu es déjà père. Un peu comme tu es d'abord père. Donc, l'acte de naissance de la réforme, dans tout système politique, c'est d'abord le cadre législatif et réglementaire. La loi fondamentale. Je demande à quiconque, pendant les 2 ans de transition et poussière, passé par Brice Clotaire Ligingema, qui nous montre une seule mutation dans un seul domaine sur le plan législatif et réglementaire qui marque une évolution fondamentale en termes de liberté publique. Mais il a d'abord pris le temps pour faire le ménage. Madame, on fait le ménage comment? Le ménage, c'est pas une affaire de tu danses en route, à partir d'aujourd'hui, les gens de la société, tu rappes. Non. Il a un point particulier avec sa danse. Non, je vous dis ceci, je vous le répète encore. S'il vous permettez, madame. S'il vous plaît, madame, je vous répète encore ceci. Ce qu'on devrait retenir quand vous avez eu 2 ans et demi de transition, c'est qu'à la fin on recense droit de l'audiovisuel et de la communication. Vous avez libéralisé le secteur, vous avez fait ceci, etc. Quitte à ce qu'on n'applique pas, on sent quand même qu'il y a un cadre relatif favorable. Sur le plan économique, vous avez favorisé la libre entreprise. Sur le plan associatif, la société civile, voilà ce que vous avez fait. Sur le plan des droits civiques et politiques, voilà ce que vous avez fait. Sur le plan des lois culturelles, voilà ce que vous avez fait. C'est l'ensemble de ces textes-là, mis ensemble, que vous consacrez au niveau de la Constitution maintenant, qui bâtit un nouvel État. C'est ça l'architecture d'un État. Maintenant, les acteurs vont commencer. Oui, les acteurs vont commencer leur configuration au gré des conjonctures maintenant. Économique, social, culturel qu'ils vont rencontrer, mais le cadre il est là. Quand De Gaulle arrive, la première chose qu'il fait en 58,
c'est de faire mettre la 5e République. Les Deng Xiaoping, les Mao Tse-tung, etc., ils n'ont pas réformé le cadre législatif en 30 ans. Ils avaient dit que voici le cas. Georges Boudot, on prend le pouvoir pour avoir la capacité de faire les lois. Donc Trump, par exemple... Trump a signé combien de décrets? Vous avez vu Donald Trump? Oui, on va venir à vous tout à l'heure. Donald Trump a signé combien de lois et combien de décrets en un mois? En un mois. 20 le premier jour. 20 le premier jour. C'est ça gouverner. Tu veux faire des réformes, tu partis d'abord ton cadre législatif réglementaire. Olivier Ndema a passé son temps à danser, aller à la télé, du coup, à partir d'aujourd'hui, vous allez venir aller au travail. N'oublions pas qu'il n'est pas en politique. Il n'est pas en politique. Napoléon disait que exercer un métier pour lequel on n'a pas été formé criminel. Mais il a été élu. On va passer à Philippe Nanga cette fois. Revenons au contexte camerounais. Nous sommes en année électorale. Nous sommes en année électorale et le Gabon, d'une manière ou d'une autre, va parler aux Camerounais. Parce qu'il y a eu il y a eu une élection dans le calme, dans la sérénité. Laissons l'expression de la démocratie que vous contestez et tout le reste. Il y a eu une élection qui s'est tenue dans le calme, dans la sérénité, avec de légères contestations, mais au moins un peuple qui, à la fin de ce scrutin, est satisfait d'avoir donné sa voix, d'avoir exprimé son vote, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des chances, sans coup d'État, sans putsch, que le scénario gabonais se produise au Cameroun en 2025, de votre point de vue? Le scénario sur quoi? Sur l'élection. L'élection libre, transparente, dans le calme. Élection dans le calme et la sérénité. Voilà, laissons la transparence. Je crains de dire que non. Je crains de dire que non. Vous aurez l'occasion de réagir tout à l'heure. Alors, on va rester... Parce qu'il y a un débat là que moi je considère comme un débat de perception, voilà, de compréhension, parce que vous avez posé à chaque fois la question, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? On essaie d'expliquer pourquoi ça se passe comme ça sans rentrer dans les... Et donc, la réalité c'est qu'on vient de voir une élection qui s'est déroulée pendant la campagne, sans heurts, sans bagarre, sans violation de liberté publique. On n'a pas vu un concurrent politique voir ses meetings interdits. On n'a pas interpellé un acteur qui prenait la parole dans un média. On n'a pas interdit un média. Bon, voilà. Le schéma est totalement différent au Cameroun. Depuis quelque temps, vous voyez très bien ce que nous vivons. J'ai envie de dire qu'on est complètement à l'opposé. Si on a vu au Gabon un process où les candidats, les concurrents politiques peuvent se déployer sans crainte, je dis bien sans crainte. Le président, celui qui est désigné comme vainqueur aujourd'hui, faisait ses mouvements de l'autre côté, les autres faisaient ce qu'ils avaient à faire de l'autre côté, les médias faisaient ce qu'ils avaient à faire. En tout cas, on n'a pas vu pendant la période, tout au moins la courte période de campagne, ces 3 derniers mois, on n'a pas vu, n'est-ce pas, ces 3 derniers mois, n'est-ce pas, de mouvements de contestation violentes à l'endroit des concurrents politiques ou des acteurs de la société civile. Depuis quelque temps chez nous, c'est tout l'inverse. Les signaux ont été lancés depuis l'année dernière, où vous avez quand même un ministre de l'administration territoriale qui a interdit à des organisations, à des formations politiques légalement constituées, de se mettre ensemble pour se déployer sur le terrain. Il a fait une sortie pour dire qu'il n'en veut pas. On a vu, n'est-ce pas, un ministre de la République quand même sortir pour s'insurger sur le fait que des acteurs politiques étaient sur le terrain en train de mobiliser les citoyens à aller s'inscrire. D'accord? On a vu aujourd'hui des leaders politiques voir leurs réunions, je parle de réunions, je ne parle pas de manifestations, les réunions, n'est-ce pas, être interdites, alors que ça devrait se dérouler dans des lieux privés. On a vu des meetings interdits. On a des présidents des partis politiques déniés par l'administration publique, alors qu'il y a des décisions qui existent, n'est-ce pas, reconnaissant des gens comme étant les responsables de leurs partis politiques. Donc on est dans un environnement totalement différent. D'où, n'est-ce pas, ma crainte de dire que si les choses ne changent pas d'ici là, je ne suis pas certain qu'on ait une élection apaisée. Donc, le schéma, il est totalement différent. Et c'est pour ça que je pense que
je reviens encore sur la perception au Gabon, où les gens ne vont pas dans les analyses de fond. Moi, je suis d'accord, hein, quand on fait les analyses, je l'ai dit d'ailleurs. Je conteste, j'ai vu le jeu, j'ai lu la constitution qui a été fabriquée, je conteste totalement. Je suis totalement contre la prise de pouvoir par oui, je suis désolé, c'est vrai. Mais maintenant, la perception, c'est que vous avez une population qui a le sentiment d'avoir, n'est-ce pas, bénéficié d'une sorte de libération du fait de la prise de pouvoir pendant des années par une famille. Et donc ça crée un souci. Et chez nous, on commence à avoir ce sentiment-là. Même si le grand fait qui est là ne va pas l'accepter, la réalité c'est qu'aujourd'hui, le sentiment général, moi je sors du Nord, j'étais à l'Est il y a quelques semaines, dans le cadre de nos activités, nous faisons le tour du Cameroun, et je peux vous garantir que la perception c'est que les gens commencent à se dire, attention, 43 ans, ça nous semble quand même un peu trop. Et dans les 43 ans, dans ce reproche qui est fait, le RDPC au centre, Hervé Maniakom, il nous reste 3 minutes. Une minute pour vous, 1 minute pour Moussa Njoya, 1 minute pour Roland Sapi. Je vais lancer le chrono et vous allez respecter le timing. Au sein du RDPC, on a l'impression que ça ne marche pas. En tout cas, qu'on perd un peu la sérénité entre l'affaire Taylor au Nana et cette mobilisation, Taylor au Nana et cette mobilisation dans l'extrême nord qui fait problème. 2025, une année électorale, est-ce que le RDPC ne craint pas un peu que les choses ne se passent pas comme... Vous me donnez 1 minute, je l'accepte, après avoir laissé à un procureur, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes en train de me perturber. Après avoir laissé à un procureur de faire son chapelet de contre-vérité, de contre-sens, et en faisant des comparaisons n'est pas raison, madame. Vous comparez un pays qui a 1,5 million d'habitants, ce qui ne met pas la population de la cité sikh, et 900 000 électeurs, et vous dites tout s'est bien passé. Donc au Cameroun, ça ne pourra pas bien. Donc je ne vais pas suivre ce chemin. Puisque vous m'avez posé une question sur le RDPC, la prochaine fois, quand vous voulez faire une émission pour des analyses comparées, je suis disponible, surtout si vous invitez les gens pour lesquels j'ai beaucoup d'estime. Mais je crois qu'en ce moment, ils sont trop téméraires. Pour parler du RDPC, vous êtes militant du RDPC. Et à défaut de l'être, Moussa Njoya, même quand il met la mauvaise foi, il a lu au moins les statuts du RDPC. C'est pourquoi je vous demande à vous de parler du RDPC. Vous avez depuis quelque temps des gens qui parlent au nom du RDPC, interprètent son évolution, sa vie interne, ils ne connaissent même pas l'article 1 des statuts du RDPC. Il faut que ça s'arrête. Deuxième chose, je vais faire télégraphique, parce que j'attends votre invitation. J'ai répondu à l'invitation. Sapi et moi, on est amis depuis 40 ans. D'accord, on se dit, Moussa est né en commando. Il vous reste 30 secondes. Et Nangaïman, je connais bien. D'accord. Vous ne pouvez pas être militant qui a bénéficié de l'investiture pour devenir conseiller municipal, après avoir séjourné peut-être même pas 6 mois, c'est-à-dire vous êtes téléporté, vous êtes en voyage au RDPC, et vous vous permettez de nous dire comment on tient congrès. Vous donnez la parole à ces gens, vous devenez les caisses d'amplification de quelqu'un qui ignore même les fondamentaux de l'association dont il se déclare membre. Voulez-vous que je réponde à quoi? Je dis simplement, bon, je le dis pour que Moussa Njoya, qui a une voix, le dise aux autres. Je pense que nous avons nos responsabilités au RDPC. Nous acceptons comme militants à des gens à qui on ne donne pas les statuts, qui n'ont jamais lu les statuts, et nous fonctionnons avec des gens qui sont en tourisme politique chez nous, et quoi que tout est facile, simplement en aboyant. Ce qui m'interroge, et nous sommes en train de travailler dessus avec des camarades, est-ce que ce n'est pas simplement un masque qui est tombé, un visage qui cache en fait un agenda d'un groupe?